et civilisation coréenne. À travers ce cycle que votre centre organisé depuis 2008 et qui se déroule chaque année de mars à mai, nous nous employons à présenter au public français les facettes les plus diverses et les plus emblématiques de la culture coréenne. Je crois que ce premier sujet que nous allons aborder se convient parfaitement à une conférence inaugurale. En effet, notre intervenant est M. Pascal Taès-Birjon, à qui je souhaite la bienvenue, par essayer de nous donner aujourd'hui quelques éléments de réponse à une question importante, à savoir pourquoi la culture coréenne est-elle encore méconnue en France. C'est bien sûr une question qui nous intéresse énormément en tant que Coréens. Et c'est aussi une question que les Français nous posons souvent. Il est donc naturel que notre curiosité à propos d'un tel sujet soit fortement aiguisée. Pour ce qui est de notre conférencier, M. Taès-Birjon, c'est indiscutablement un grand érudit. Il est agrégé d'histoire et ancien élève de l'ENA et actuellement directeur adjoint de l'Institut de sciences de la communication de CNRS. Mais surtout, par rapport au sujet d'aujourd'hui, c'est aussi un familier de la Corée, puisqu'il a été diplomate durant 6 ans à 2001-2006. Il a publié il y a quelques mois un très intéressant ouvrage intitulé La Corée, comme vous voyez. C'est paru aux éditions Talendiennes. Dans ce livre, il présente notre pays et son dynamisme économique et sa culture, et évoque aussi les différents aspects de la société coréenne. Il s'intéresse également à la situation et à la place de la Corée du Sud parmi ses voisins asiatiques. Bref, il fait dans son livre une présentation pertinente et assez complète qui témoigne à l'évidence d'une bonne connaissance de notre pays. Si on ajoute à cela le fait que M. Taès-Birjon est un spécialiste des sciences de la communication, on peut donc s'attendre à ce que son point de vue sur la question de la méconnaissance de la Corée soit particulièrement intéressant. C'est d'ailleurs un sujet auquel il consacre un chapitre dans son ouvrage. Je remercie vivement notre conférencier pour sa présentation à ce cycle et je me passe donc maintenant pour vous laisser en sa compagnie. Et n'oubliez pas de nous retrouver tout à l'heure pour le verre de l'amitié. Excellente soirée à tous. 감사합니다. Merci beaucoup, monsieur le conseiller Lee, et merci à l'ambassade de Corée et à son centre culturel de m'accueillir dans ces lieux. C'est quand même assez extraordinaire pour moi, qui ne suis pas coréen, de pouvoir parler de la Corée devant des Coréens. Enfin, il y a beaucoup de non-Coréens, mais je pense que tout le monde est coréen de cœur ici. Je ne sais pas si c'est vraiment légitime. Enfin, je réponds avec grand plaisir à votre invitation. Je remercie tous ceux qui sont venus et je précise que si effectivement j'ai eu la chance de servir à l'ambassade de France en Corée, je ne suis pas le seul. Vous avez d'autres personnes ici, Madame Berger-Vachon qui est là, qui a aussi été très longtemps en Corée. Et il y a donc, encore je vois d'autres amis de la Corée dans la salle. Donc je crois que c'est utile à préciser, nous sommes tous ici des gens qui apprécions la Corée. Alors, ma petite difficulté, c'est quand même de devoir parler de la Corée devant des Coréens ou des gens qui connaissent fort bien le pays. Je ne sais pas si j'ai grand-chose à leur apprendre, si ce n'est pas l'inverse, si ce n'est pas vous qui avez encore des choses à m'apprendre. Je vais donc pas tellement parler du pays lui-même,
mais plutôt de cette question de savoir pourquoi mes contemporains, souvent mes amis, enfin donc les gens qui ne sont pas ici, somme toute, ne connaissent pas bien le pays qui nous est cher. Alors vous allez me dire, non, non, c'est pas vrai, les gens connaissent finalement assez bien la Corée, tout le monde connaît Samsung, tout le monde va voir des films coréens, du moins on en parle beaucoup dans la presse, tout le monde a entendu parler de Kim Jong-un, donc on a quand même beaucoup parlé, donc c'est pas vrai, enfin tout le monde connaît, etc. Et la thèse que je voudrais présenter devant vous aujourd'hui, c'est que non, en fait, c'est-à-dire qu'il y a des amateurs, nous en sommes la preuve, il y a des très bons connaisseurs, bien entendu, il y a des coréanologues, des gens qui ont passé leur vie à étudier la Corée, son histoire, sa géographie, sa culture. Et puis il y a des amateurs de tel ou tel secteur, mais enfin globalement, si on ajoute tout le monde, ça ne fait pas grand monde, ça ne fait pas toute la population française, loin de là. Et il y a quand même des quantités de contre-exemples qui montrent qu'il y a encore quelques difficultés. Eh bien, je me présente, par exemple, un jour chez Darty, en expliquant, voilà, je voudrais acheter une télévision coréenne, et j'étais devant un mur de télévision Samsung, et le vendeur me dit, ah non, il n'y en a pas ici. Nous n'avons pas de télévision coréenne, nous n'avons que des télévisions japonaises. Donc là, il y a un petit effort à faire sur les vendeurs de télévision chez Darty. Quand j'ai été nommé en Corée du Sud, je ne sais pas si pour Claire c'est la même chose, on m'a dit tu vas en Corée du Sud, génial, les cocotiers, le sud, la plage. Hein. Donc beaucoup de gens pensent qu'en Corée du Sud c'est une Corée chaude et tropicale. Je ne dis pas que la chaleur n'existe pas en Corée, mais qui y a passé un hiver à moins 22 en plein centre-ville, c'est quand même que c'est un pays très moyennement tropical. Il y a aussi beaucoup de gens qui disent alors là, bon, tu vas là-bas, etc. Et alors il faut prendre de quoi manger, il faut prendre du papier toilette, c'est un pays en guerre, donc il n'y a rien. Et effectivement, on se dit qu'il y a quand même des petits efforts à faire. Et que, somme toute, il y a quand même encore beaucoup d'erreurs ou de clichés. Alors, je vais revenir plus tard sur les clichés, parce que je pense que le cliché est quelque chose de très important pour comprendre l'autre, mais je crois que le cliché numéro 1, c'est celui qu'on entend toujours, même de la part de ceux qui aiment bien la Corée, c'est « Oh, mais finalement, la Corée, je ne sais rien. Voilà, je ne sais rien, j'en entends jamais parler, on ne sait rien. Hein. » C'était ce chauffeur de taxi qui m'avait emmené de l'aéroport jusqu'à Paris, et il avait écouté les nouvelles, et aux nouvelles, on n'entendait parler que de Ban Ki-moon, que du cinéma coréen, etc. Il dit « La Corée, on n'en entend jamais parler. » Donc effectivement, c'est le cliché numéro 1, à la Corée, on ne connaît pas. Et c'est pas tout à fait vrai, c'est pas tout à fait faux, et c'est là-dessus que je voudrais revenir ce soir avec vous, hein, bien sûr, répondre à cette question, pourquoi cette méconnaissance ou cette impression de méconnaissance? Pourquoi on croit qu'on ne connaît pas? Alors, quelle va être ma méthode? Je vous propose une démarche plutôt littéraire, culturelle, enfin des hypothèses, et rien de quantifié. Hein. Lorsque je cite un exemple, vous pouvez trouver des contre-exemples, c'est fort probable, mais l'idée c'est de donner un sentiment, plutôt une démarche, une problématique, plutôt que des choses étayées par des chiffres, des normes, des courbes et des graphiques. On pourrait le faire, ce serait passionnant, hein. On pourrait étudier la blogosphère, tous les sites consacrés à la Corée, et il faudrait pour ça, je pense, à peu près 253 ans, et je n'ai pas eu le temps de préparer tout ça. Alors, puisque je propose une démarche plutôt théorique, je vous proposerai simplement deux théories que je voudrais introduire par deux anecdotes qui expliquent ma démarche. La première anecdote, je suis très jeune, donc au début des années 70, et je m'intéresse aux langues étrangères, etc. Et puis je découvre fasciné qu'il existe des alphabets qui ne sont pas notre alphabet à nous, et qu'il existe un alphabet grec, par exemple. Donc ça c'est très chic, d'écrire des mots en grec que personne ne peut comprendre, mais rapidement je cherche d'autres alphabets. Et on m'en propose toute une série, j'en trouve, il y a des alphabets russes, enfin des alphabets exotiques. Et il se trouve que, arrivé en Provence, mes parents accueillent une série de gens, et dont un monsieur dont j'ai perdu la trace, que je n'ai vu qu'une fois, qui s'appelait Monsieur Kim. Donc j'entends plus que c'était un monsieur coréen. Et d'ailleurs, oui, c'était parfaitement ça. Et alors je lui dis, mais c'est génial, vous avez donc un alphabet. Est-ce que vous avez un alphabet à m'apprendre? Enfin, est-ce que vous, Monsieur Kim, etc. Et Monsieur Kim répond, ah non, 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 nous n'avons pas d'alphabet, nous utilisons les caractères chinois.
Et donc il m'a appris les caractères chinois, et je me rappelle très bien la séance où il me dessine un arbre, ça c'est l'arbre, et puis 3 arbres, ça c'est la forêt, etc. Et comment on combine les caractères, donc ma première leçon de chinois, et à aucun moment, ce monsieur à qui, bon, le petit garçon peut-être insupportable que j'étais, je veux un alphabet, je veux un alphabet, ne m'a dit, nous avons un alphabet. Donc je pense qu'il y a là la première ébauche, la première théorie que j'appelle la théorie des paravents, c'est-à-dire la Corée, telle qu'elle est cachée par toute une série de choses, et le premier paravent, c'est le paravent chinois. La Chine nous cache la Corée. Je pense que c'est cela que je voudrais développer, la théorie des paravents. Puis alors la deuxième anecdote, pour ma deuxième théorie, là je suis plus âgé, je fais des études d'histoire, etc. Et puis avec mon scooter, je remonte une rue et je vois une voiture qui me dépasse et qui est une voiture Hyundai. Alors je lis plein de Y, de U, de N, de U, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je n'ai jamais vu cette marque, je ne sais pas ce que c'est. Alors je me dis, bien sûr, je n'y connais rien en voiture, mais enfin quand même. Et je me dis, mais ça doit être forcément une voiture hongroise, puisqu'à l'époque j'étudiais les questions de la réforme et que Jean Hunyadi est qui est au début du XVe siècle, est un souverain important de cette région. Enfin, je me dis, ça doit être une voiture hongroise. Et donc, quelqu'un qui faisait des études relativement ouvert sur le monde, qui lisait la presse, à l'époque comme maintenant, eh bien, n'avait jamais vu ou entendu, ou du moins intelligé le mot Hyundai, 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 et a pris pour autre chose. Donc là, je voudrais introduire, d'abord, mea culpa, mon inculture, j'ai dû ma propre inculture, fait-il qu'à 20 ans passés, je n'ai pas entendu parler de Hyundai, c'est quand même étonnant. Bon, je le prends comme un sujet d'étude moyen, un français moyen, si vous voulez, et je pense que là, la deuxième théorie que je voudrais évoquer avec vous, c'est celle des miroirs, c'est-à-dire qu'on ne voit pas la Corée parce que quand on la voit, on se voit soi-même, on pense à autre chose. Elle est un miroir, elle ne nous renvoie pas son image, elle nous renvoie à notre propre image. Et donc nous voyons autre chose quand nous voyons la Corée, et je voudrais non pas le démontrer définitivement, car je ne dis pas la vérité, mais je voudrais essayer de vous expliquer comment je suis arrivé à ces conclusions. Donc voilà, vous avez compris, hein, 2 temps, 2 théories, 2 moments, la théorie des paravents et la théorie des miroirs. Voilà, alors justement, je vais apporter des petits paravents pour bien me faire comprendre. Donc on va commencer par la théorie des paravents. Voilà. Donc une série de paravents pour expliquer que, eh bien, on nous cache, ces paravents nous cachent, il n'y a pas de complot, on nous cache, la Corée nous est cachée par ces divers ces paravents, et j'en vois 4, on pourrait en voir peut-être davantage, mais enfin, j'en vois surtout 4. En gros, nous avons du mal à accéder à la Corée parce qu'elle nous est cachée par une série de paravents ou d'obstacles qui nous empêchent d'y arriver directement. Alors le premier, vous le voyez, c'est bien sûr la Chine et le Japon. Vous, amateurs de Corée, connaissez ce proverbe, les baleines et la crevette. Hein, la Corée est une crevette qui est écrasée par les baleines japonaises et coréennes qui s'ébattent dans l'océan. Et donc, à cause de cela, eh bien, la Corée passe pour une crevette, une quantité négligeable, parce que nous sommes fascinés par les baleines. C'est vrai que si nous voyons dans la rue une crevette, on dira tiens, une crevette. Si on voit une baleine, on sera surpris quand même. Donc, voilà, je crois que le poids historique et économique de la Chine et du Japon est pour nous autres Français un masque permanent qui nous empêche d'accéder à la réalité coréenne. En gros, si vous voulez, la Corée souffre de ne pas avoir eu un Marco Polo. Marco Polo n'est jamais allé jusqu'en Corée, il a passé 20 ans en Chine, il n'est jamais allé jusqu'en Corée pour des raisons diverses et variées, qui le regardent, mais enfin il n'y est pas allé. La Corée n'a pas eu de Paul Claudel, enfin, qui pourtant avait un certain intérêt pour le pays, donc, qui s'est surtout intéressé au Japon. Il y a 1,5 milliard, contre 50 millions, donc en gros, la Corée ne ferait pas le poids, non pas dans la réalité, non pas dans nos cœurs, mais dans les faits, si vous voulez. On est plutôt fasciné par la Chine et par le Japon, parce que ça passe avant, en quelque sorte, dans nos préoccupations, dans la quantité des informations que nous recevons. Et c'est vrai que nous sommes entourés de choses, d'objets, de symboles chinois et japonais. Hein.
il y a des restaurants japonais, des restaurants chinois partout, tout le monde sait ce que c'est qu'un sushi, les mangas, c'est quelque chose que tout le monde connaît, et il n'y a pas d'équivalent coréen, donc on n'a pas cette ouverture naturelle vers la Corée, et c'est ça qui est dérangeant, mais je crois qu'il faut aussi prendre en compte la déformation que les Chinois et les Japonais eux-mêmes ont vis-à-vis de la Corée. C'est-à-dire que je ne pense pas, évidemment, m'exprimer au nom du 1,5 milliard de Chinois, bien sûr, mais enfin, ceux que je connais, la Corée, ça ne leur dit pas grand-chose. Ah oui, la Corée, oui, ce truc là-bas, oui, vaguement, enfin, ils ne connaissent pas habituellement. J'espère qu'il n'y a pas de Chinois dans la salle, qui ne me contrediront pas. Et même chose pour les Japonais qui disent oui, ce pays, oui, non, je n'ai jamais eu la chance d'y aller. Donc oui, ça existe, enfin bon. Et donc, nous avons un peu tendance à suivre leur opinion. Si nous aimons la Chine, si nous aimons le Japon, ça ne nous conduit pas vers la Corée, puisque eux-mêmes n'y vont pas beaucoup, n'y vont pas vraiment. J'aurais quantité d'anecdotes et je suis sûr que vous de même. Ce qui est plus ennuyeux, c'est quand les spécialistes français de la Chine et du Japon adoptent le point de vue chinois et japonais. Alors là, il y a quantité d'exemples. Eh bien, l'ouvrage que M. Israelevitz, le directeur du Monde, a rédigé récemment publié sur la Chine, l'arrogance chinoise, tout à fait intéressant en demeurant. Hein, on y parle de la Chine, du Japon. Et le mot Corée n'apparaît pas. Ou alors j'ai mal lu, je ne le vois pas. Il n'apparaît pas. Ça n'existe pas. Voilà. Dans ce livre, alors vous allez me dire c'est consacré à l'arrogance chinoise. D'accord, mais enfin, l'entourage, non, il n'y a pas, ça n'existe pas. Et pour ce qui est du Japon, même chose, j'ai lu plusieurs ouvrages, parce que le Japon est très intéressant. Nous aimons aussi le Japon, c'est pas la question. Les Japonais, les ouvrages consacrés aux Japonais, vous expliquent sentencieusement que depuis 25 ans, l'Asie entière ne bat qu'au rythme des feuilletons japonais. Voilà, il n'y a que des feuilletons japonais. Donc le Hallyu n'existe pas. Winter Sonata, jamais entendu parler. Toute la Corée, dans ses ouvrages, ne vit qu'au rythme du Japon. Comme on sait que c'est le contraire, ça surprend, si vous voulez. Donc les spécialistes des pays adoptent les points de vue des pays. Vous allez me dire, moi-même, j'ai peut-être adopté le point de vue coréen, c'est possible, mais au moins, en ai-je conscience. Et j'ai peur que les spécialistes français ou américains de la Chine et du Japon en aient moins conscience, et que quand ils traitent la Corée comme quantité négligeable, eh bien, ils ne s'en rendent pas véritablement compte. Alors voilà, bon, je ne vais pas développer davantage, je crois que vous avez compris mon idée, c'est le premier paravent. Voilà. Deuxième paravent, peut-être plus surprenant, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est le paravent vietnamien. Vous me dire quel rapport avec le Vietnam et la Corée? Ah ben, je ne sais pas, je crois qu'aucun ouvrage n'a jamais été écrit d'histoire ou de géopolitique sur le rapport entre les deux pays. Ça serait passionnant, parce que somme toute deux Finistères de l'Empire chinois qui ont eu chacun des relations très particulières avec la Chine, à la fois d'obédience et en même temps d'éloignement. Ça pourrait présenter des intérêts. J'ai visité la dernière fois que j'étais en Asie le Vietnam avec grand plaisir, hein, et quand je me suis retrouvé au centre de Hanoï, j'avais l'impression d'être à peu près à Dongdaemun, s'il vous plaît, hein, si vous voulez. Il y a des Samsung partout, Hyundai partout, et somme toute, le restaurant au centre-ville, le restaurant où tout le monde va, c'est Arirang, ou bien c'est coréen, ou alors le Vietnam ressemble vraiment beaucoup à la Corée. Donc il y a cet aspect-là. Mais je reviens à ce que nous pensons, les ressemblances nous ont sans doute un petit peu perdus. Hein, depuis les années 50, années 60, années 70, deux pays qui ont connu des guerres terribles, lointains, asiatiques, bon, des pays qui ont été coupés par un parallèle, 1738, des pays qui ont un nord qui s'oppose au sud. Tout ça conduit à un peu de confusion. Et c'est pour ça, sans doute, que quand je suis parti en Corée, on m'a demandé si j'allais dans un pays tropical, parce que beaucoup se demandaient, oui, Corée du Sud, Vietnam du Sud, du Nord, etc. Enfin, personne n'est allé me dire que le Vietnam du Nord s'était réunifié avec la Corée du Nord, mais quand même,
il y a une certaine confusion, je pense, de ceux qui ne sont pas particulièrement intéressés par ces régions, et la confusion est notable à l'aéroport où je vois régulièrement des douaniers sympathiques comme tous les douaniers dire ah, Kim, c'est votre prénom, vous êtes vietnamien? Coréen, bah non, c'est mon nom de famille. Ah bon, c'est un nom de famille, ah, c'est marrant parce qu'effectivement c'est un prénom. Donc dans notre culture, il y a cette idée que Kim c'est un prénom, et donc quand on a un nom de famille qui est un prénom, ça devient compliqué quand même, hein, et donc on ne comprend plus très bien. Et nous avons vécu, je pense, très souvent des messages venant du Quai d'Orsay nous disant alors, monsieur Dae-jung, hein, prénom Kim, etc. Parce que Kim est un prénom. Donc tout ça, quand on n'est pas spécialiste, qu'on ne sait pas trop, qu'on ne visualise pas, c'est pas très clair et on confond. Et je crois qu'un des responsables de cette confusion, c'est Robert Altman, hein, MASH. MASH, ce film de 1969, voilà, qui a ensuite, je ne sais pas si vous l'avez vu, je ne sais pas si ça se voit encore, oui, bon. Et puis il y a eu un feuilleton américain qui a duré 10 ans, hein, interminable feuilleton américain. Eh bien, MASH, tout le monde est persuadé que c'est la guerre du Vietnam. C'est évident que c'est la guerre du Vietnam, puisque ça se passe pendant la guerre du Vietnam, et qu'on se moque des méchants vietnamiens, et qu'on exalte les bons américains, et que, enfin, bref. Et puis non, c'est pas le Vietnam, puisque la censure ne l'aurait pas autorisé. Donc, lorsque M. Altman a voulu faire son film, il a dit, vous n'allez pas faire un film sur le Vietnam, il n'en est pas question, on est en guerre, ça ne marchera jamais. Donc vous allez faire sur un pays asiatique en guerre coupé en deux. Voyons, la Corée. Et MASH, c'est en permanence cette idée que la guerre du Vietnam, c'est la guerre de Corée. Donc une confusion s'est installée, et quand on va chercher sur les castings du film et des feuilletons, tous les acteurs, il n'y a évidemment que des acteurs américains, hein, en général, quand les films se passent en Asie, il n'y a que des Américains dans les films américains, puis quelques figurants asiatiques sont tous vietnamiens, bien entendu, et ils jouent tous des rôles de Coréens. Il n'y a pas un seul Coréen dans le casting, enfin du moins je ne les ai pas repérés. Donc cette confusion a été longtemps entretenue, et elle conduit à un certain trouble qui peut conduire à ne pas très bien savoir où on va, ou dans quel sens on doit imaginer, comprendre la Corée. Bon, je pense que ça a joué. Alors, ça c'est le deuxième paravent, et qui joue peut-être surtout pour la France, ça va dire, hein, puisque le Vietnam, c'est l'Asie française, d'une certaine manière. Donc, comme nous n'avons eu de présence qu'au Vietnam, c'est pour ça qu'on met en avant le Vietnam. Je pense pour les Américains, même confusion. Il serait intéressant de voir ce qu'il en est pour les autres peuples. L'Allemagne, par exemple, qui, enfin, à moins que je sois mal informé, n'a pas eu de colonie en Asie. Voilà, alors ça c'est le deuxième paravent. Le troisième paravent, c'est la Corée du Nord. Vous allez me dire, comment est-ce que la Corée peut être un paravent pour elle-même? Si, quand même, parce que ce soir, nous parlons plutôt de la Corée du Sud. Nous sommes à l'ambassade de la République de Corée, donc celle du Sud. Et nous savons tous que ce pays est malheureusement divisé, et nous savons tous que, quelle est la situation, mais que la Corée du Nord, c'est la Corée. Mais enfin, bon, dans les faits, il y a quand même deux Corées. Et moi, je constate de plus en plus, dans les médias, une fascination qu'on peut qualifier de diverses manières, mais une fascination évidente pour le Nord, voilà. Le Nord m'inquiète, le Nord c'est terrible, y aura-t-il la guerre, y aura-t-il une guerre nucléaire, est-ce que Kim Jong-un va tout casser ou au contraire va tout rétablir, enfin voilà, en permanence le Nord, et cela finit par détourner l'attention du reste, sur le reste, c'est-à-dire sur ce qui se passe ailleurs, qui n'est peut-être pas forcément la guerre, pas forcément le malheur, pas forcément le drame, et qui est le Sud. Je pense que là, nous avons vraiment affaire à une sorte de fascination pour l'horreur. Hein, les médias préfèrent l'horreur. Enfin, on va faire ici une théorie des médias, mais c'est pas totalement faux que c'est plus vendeur de dire c'est génial, c'est l'holocauste nucléaire, nous allons tous mourir, que d'écrire tout va bien et Madame Kim a acheté 3 kilos de pommes chez son épicier. Donc, bon, il y a un certain intérêt. Et puis alors, moi j'y vois aussi un peu un goût pour l'absurde, hein. Notamment en France. Nous aimons beaucoup considérer que les choses sont absurdes. La Belgique, c'est absurde. Hein. C'est un pays en guerre aussi, c'est un pays divisé. On a vu la division de la Belgique est beaucoup plus grave que la division de la Corée. J'exagère peut-être un peu, mais enfin, la Belgique est un pays divisé et c'est ridicule. Et d'une certaine manière, sans qu'on le dise, on le sent.
Corée du Nord en guerre contre cette Corée du Sud. Qu'est-ce que c'est que ce Nord contre ce Sud? Ça veut dire quoi? Enfin, c'est pas clair, c'est confus, c'est un peu étrange. En gros, c'est Lilliput contre Blefuscu, si vous voulez, ou la Bordurie contre la Sildavie, d'une certaine manière, chez Tintin. Les combats ridicules de deux nations semblables, on ne comprend pas très bien, et le côté absurde nous cache la réalité du pays, et en tout cas l'intérêt que le Sud peut représenter. Une sorte de fascination shakespearienne, au fond, pour un pays le premier et le dernier, comme vous voulez, à reconnaître que la situation est épouvantable. Mais pourquoi ne parler que de cela? Enfin, d'une certaine manière, le Sud présente aussi un laboratoire politique, économique, culturel. Ce n'est pas tellement sa réussite qui doit être étudiée, ou alors sa réussite démocratique qui peut être étudiée. Enfin, pourquoi être plus fasciné par la dictature absurde ou terrible du Nord que par la démocratie aussi très étonnante du Sud, d'une certaine manière, hein. Cette démocratie électronique, par exemple, j'entends beaucoup dire, lors de la situation, enfin, dans la campagne électorale actuelle, que non, le vote électronique, c'est pas possible, c'est ridicule, ça peut pas marcher, le vote électronique, c'est la dictature assurée, c'est le drame. Bah, somme toute, en Corée, on pratique le vote électronique, donc il y a quand même des choses qui marchent, donc on pourrait s'intéresser, et bah non, on préfère quand même un pays où il n'y a strictement aucune démocratie, et où un souverain absolu va visiter ses bons peuples, ou alors c'est peut-être une fascination pour Louis XIV. Donc il y a cet aspect-là, je pense, qui est aussi un frein à la connaissance, parce que la Corée du Nord, on ne la connaît pas non plus. Alors, on ne la connaît pas parce que c'est pas facile d'y aller, hein, et que même si on y va, on ne peut quand même pas tout voir. Je crois globalement, on ne peut même rien voir. Donc, on ne connaît pas le Nord, mais on en parle beaucoup, et on ne connaît pas le Sud, on en parle moins, alors qu'on peut y aller. Donc, il y a une ambiguïté que je pose simplement. Je n'ai pas de réponse ni de solution. Et puis alors, le dernier paravent, eh bien, c'est la Corée du Sud. La Corée du Sud est un paravent pour elle-même. C'est-à-dire qu'elle se cache souvent à nous, elle se dissimule par toute une série de mini-paravents qui fait qu'on ne peut pas vraiment la comprendre parfaitement. Alors, je voudrais être bien clair, et je suis persuadé que tout le monde à la salle est d'accord avec moi, on est très très bien accueillis en Corée du Sud, on peut se faire énormément d'amis, enfin ça ne pose aucune difficulté, ce sont des gens charmants, accueillants, on s'occupe de vous, vous êtes tout seul au restaurant, on s'occupe de vous, alors, vous imaginez tout seul coréen au restaurant français, personne ne s'occupe de vous, donc c'est un pays très agréable, mais pour autant, je dirais que c'est un pays qui est plus cornélien que racinien, c'est-à-dire qu'il se présente comme vous avez envie qu'il soit, beaucoup plus que comme il naît. Hein. Les Coréens veulent vous faire plaisir. Donc, quand on a une idée sur le pays, ils disent oui, c'est vrai, on est comme ça. Et on veut toujours nous faire plaisir, bon, ce qui est vraiment très aimable, et nous en profitons beaucoup, et encore merci. Mais du coup, ça nous cache parfois la réalité. Et nous sommes bien ballottés dans des illusions qui ne sont pas du tout des mensonges, qui sont au contraire des amabilités, mais qui nous conduisent à des contresens. Alors, il y a de nombreux exemples, et je voudrais simplement en prendre 3. Enfin, moi qui me sont chers, mais il y en a certainement beaucoup d'autres qu'on pourrait évoquer. Le premier, c'est le cinéma. Alors, je pense que tout le monde sait quels sont les succès mérités, enfin, à mon sens, en tout cas, du cinéma coréen, et je suis néanmoins surpris de voir dans les médias le fait que le cinéma coréen dont on parle beaucoup, dont les quotidiens français ou les magazines français se font systématiquement l'écho de manière très flatteuse, parle d'un certain type de cinéma, c'est-à-dire le cinéma d'art et essai, fait pour nous, par des metteurs en scène venus chez nous, et qui veulent nous faire plaisir. Hein, et on nous montre du cinéma coréen, avec des acteurs coréens, faits pour des Français, en fait, et qui leur donnent des signes nouvelle vague très clairs, et que les Coréens ne voient pas. Alors, je pense, un exemple parmi d'autres, au film que vous avez peut-être vu, Ha 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 de Hong Sang-soo, grand succès, 2 pages dans le quotidien Libération, très bonne page d'ailleurs, disant que ce film est extraordinaire, qu'il est une date dans l'histoire dans la carrière de Hong Sang-soo, que c'est vraiment génial, etc., etc. Alors je me suis renseigné, et en Corée, il a été vu par 56 000 personnes, c'est-à-dire par personne.
Hein, et même si 56 000, c'est très bien. Il y a même eu une soirée, parce qu'au-delà de 50 000, c'était tellement exceptionnel qu'ils ont fait une soirée géniale, on est arrivé à 50 000, etc. Quand on sait que sont diffusés en Corée régulièrement des films qui attirent des millions, des dizaines de millions de spectateurs, là, il y a une extraordinaire différence. Et là, dans la presse, ben, on en parle un peu, mais pas beaucoup. Donc, il y a enfin, une rupture, là. Hein. D'un côté, le cinéma qui est fait pour nous, hein, qui est génial, qui est très bien, c'est pas la question. Et puis le cinéma qui est en coréen, fait pour les Coréens, et là dont on ne nous parle pas. Alors, on ne nous en parle pas parce qu'il est moins facile à diffuser, parce que les distributeurs craignent peut-être qu'il n'ait pas de succès, et on peut les voir, hein, parce qu'à Paris, on peut quand même voir à peu près tout ce qu'on veut, mais on les voit dans les salles en général confidentielles, avec des vieux fauteuils en moleskine qui grincent, enfin, et où on est 200 dans la salle, les genoux les uns sur les autres, enfin, sur les genoux les uns des autres, parce qu'on se dit, mais non, ça va pas marcher. Hein. Alors, vous avez Poetry, par exemple, hein, qui est passé dans les plus grandes salles, il y avait du monde d'ailleurs, et puis qui en Corée est resté à l'écran une semaine. Et puis, vous avez les grands films coréens, certains ne sont pas des films merveilleux, je suis d'accord que Haeundae, c'est pas bon, mais d'autres sont des très bons films, enfin, je sais pas, moi, le Hwangin Namja, c'est vraiment remarquable, eh bien, ça n'est pas diffusé dans le grand circuit. Donc, il y a cette opposition qui me paraît étrange et qui me paraît aussi un paravent d'une certaine manière. C'est-à-dire que quand on va voir Ha Ha Ha, on croit qu'on nous montre la Corée, une Corée un peu triste, un peu grise, où les gens boivent du soju. Bon, oui, d'accord, mais on ne montre pas autre chose. Alors vous allez me dire, les grands films, je pense, je ne sais pas moi, Teguki ou Nalimyo, c'est un film qui n'est pas la réalité non plus, à part qu'elle montre la sentimentalité, la manière dont les gens se voient eux-mêmes d'une certaine manière. Ça, on nous le montre beaucoup moins. Ah, il n'y a aucune censure, hein, on peut tout voir si on cherche. Mais précisément, je ne parle pas à vous-même, ni à moi-même, si je vous parle. Je veux dire, je pense aux autres, ceux qui n'ont pas un intérêt particulier pour la Corée et qui voient ces films-là et qui disent « Oula, c'est dur, hein, c'est gris, les gens ne sont pas heureux, hein, ils communiquent mal, c'est compliqué, ils boivent, etc. » Et c'est une image un peu déformante, me semble-t-il. En tout cas, c'est un exemple que je voulais citer. Le deuxième, un peu technique, mais enfin j'y tiens, c'est la question de la translittération de l'alphabet. Alors, je l'évoquais tout à l'heure, il y a une anecdote en entrée, l'alphabet. Donc, bien que M. Kim m'ait appris qu'il n'y avait que des caractères chinois, bon, j'ai quand même appris plus tard qu'il y avait un alphabet, c'est quand même génial, un alphabet, et alors chaque fois que je dis ça, on me dit, oui, vous voulez dire un alphabet? Non, vous voulez dire des idéogrammes? Je dis, non, un alphabet, oui, mais un alphabet, oui, un alphabet. Et j'ai d'ailleurs eu la chance de faire un petit article dans la revue L'Histoire sur l'alphabet coréen. J'ai plein de gens qui disent « Ah bon, il y a un alphabet, c'est incroyable, il y a vraiment un alphabet avec des lettres, quoi. Ah, ça veut dire A, B, ça veut dire... Ah, oui, bon. » Ça surprend parce que la Chine, on le sait, c'est le pays des idéogrammes. Hein. La Chine est ce monde où chaque Chinois maîtrise 100 milliards de caractères, du moins c'est ce qu'on imagine, et on ne peut pas imaginer que les Coréens ne fassent pas la même chose. Non, il y a un alphabet. Bon, enfin, vous savez mieux que moi. Alors, il y a un alphabet. Le problème, c'est que c'est un alphabet de lettres spécifiques et qu'il a fallu le traduire en alphabet latin. Et alors qu'on s'y est mis, mais on s'y est mis au 19e siècle, et ce sont surtout des pasteurs américains qui s'y ont mis. Et donc, ils ont traduit l'alphabet, le hangul, en lettres latines, avec une orthographe, une phonétique américaine. Donc ça conduit à des pièges quand même. Hein. Par exemple, en coréen, on dit Seoul, mais pour faire O, les Américains mettent EO, donc on a fait Séoul, et du coup, nous, en français, on dit Séoul. Et on s'étonne que les Coréens ne disent pas Séoul. Donc, déjà, difficulté. Mais plus récemment, les Coréens se sont dit non, ça va plus du tout, nous sommes un grand pays de tourisme, les gens vont venir, et ils ne vont pas du tout comprendre, parce que la translittération ne s'est pas faite de manière régulière. Parfois on traduit telle lettre par un B ou par un P, enfin c'est compliqué, on va réformer tout ça, on va faire la chose très simple. Donc on va décider que chaque lettre hangul a une correspondance en lettres latines, voilà. Et donc on en arrive à une chose délirante qui fait que l'on traduit des mots coréens en lettres latines qui ne correspondent absolument pas à la prononciation locale. Donc par exemple la ville de Busan, hein, dans le port dans le sud, eh bien, qui s'écrit en coréen, hein,
lettre Hangul Busan, on finit par le traduire B-U-S-A-N, so Busan. Alors les Français disent Busan, ils disent Busan, et puis c'est Busan. Mais on n'y comprend plus rien. Mais comme avant, il y a une quinzaine d'années, un festival, un très grand festival de cinéma, qui s'appelle Busan International Film Festival, donc PIF, parce qu'à l'époque Busan c'est avec un P, du coup on a le PIF à Busan. Alors là, tout le monde craque, bien entendu, et ça grandit comme ça à l'infini. Par exemple, les Coréens s'appellent, vous savez très souvent, Monsieur Kim, et il faudrait écrire Gim. Alors il y en a certains qui disent Kim, d'autres qui disent Gim, enfin, tout le monde est perdu, plus personne ne comprend rien. Je pense que là aussi, si vous voulez, c'est un paravent à la compréhension. On a voulu faire plaisir notamment au public américain, dont on sait que la culture et l'intelligence des civilisations étrangères n'est peut-être pas le trait dominant, et donc, crac, on a traduit de manière catastrophique, et maintenant c'est le désordre le plus complet, on ne comprend plus, sans compter qu'au Nord, on ne traduit pas de la même manière. Bref, c'est un enfer, si vous voulez, quand on rédige, comme j'ai eu la chance de pouvoir le faire, un ouvrage où on est obligé d'écrire Guillaume, il y a pire, c'est Gaeseong pour dire Kaesong, c'est désespérant. C'est-à-dire qu'on se dit que les lecteurs vont lire des choses qui, dès qu'ils verront écrit une fois la ville de Kaesong, Gaeseong, ils vont jeter le truc à la poubelle en disant je vais s'arriver, c'est horriblement compliqué, ces noms sont imprononçables, etc. Donc un désir d'être gentil, accueillant et plus simple a rendu les choses horriblement compliquées et tout le monde s'y perd et c'est un paravent. Donc je plaide pour la suppression de cette réforme. Ça ne me regarde pas. Et puis alors, le dernier élément que je voulais citer, c'est les chaebol. Les chaebol, ce sont ces grandes compagnies coréennes que les vendeurs de Darty ne connaissent pas, mais qui globalement vont conquérir le monde dans les 2 ou 3 années qui viennent. Je pense que si je partais dans l'espace et que, suivant la théorie de Einstein, je revenais dans 200 ans, on me dira bienvenue sur la planète Samsung, à peu près. Et Samsung, Hyundai, etc., vous me conduirez peut-être, monsieur Lee, mais n'ont pas de politique de communication sur la Corée, c'est-à-dire qu'ils communiquent sur une marque internationale. Samsung est une marque mondiale, c'est vrai d'ailleurs. Hyundai est une marque mondiale, et on ne trouve jamais marque coréenne, vive la Corée, etc. La seule grande compagnie coréenne qui ne peut pas cacher qu'elle est coréenne, c'est Korean Air. Parce que là, il n'y arrive pas. Tous les autres ne le disent pas. Et je trouve ça très étonnant. Et donc, je ne peux absolument pas blâmer les... je ne blâme personne, je ne peux pas m'étonner du fait que les étudiants que je peux avoir cette année disent « Ah bon, Samsung, c'est coréen? Ah bon ?» Alors qu'ils ont tous des Samsung. Ça n'est marqué nulle part. Donc ça n'est pas dit, donc ce n'est pas... Alors, peut-être être bien, une compagnie n'a peut-être pas à faire la promotion de son propre pays, je ne sais pas, mais en tout cas, cela, c'est surprenant, cette absence de volonté de se dire national. Ce sont des compagnies, je crois, pourtant très nationales, qui fonctionnent avec un staff national, etc., mais bon, qui, en s'internationalisant, n'ont pas voulu donner cette image nationale. Voilà, ça me paraît aussi une sorte de paravent qui nous empêche d'accéder. Et alors quand, pour des raisons personnelles, j'appelle Samsung et que je tombe sur un cadre français qui me dit « Non, non, Samsung, ça n'intéresse pas les Français de savoir que c'est coréen », voilà, le service de la communication de chez Samsung vous dit ça n'intéresse pas les Français. Alors, les Français remercient le service de la communication qui est décidé pour eux. Voilà, je trouve ça. Voilà, en tout cas, il y a certainement quantité d'explications, mais c'est un paravent. Voilà, en tout cas, ce que je voulais dire sur les paravents, mon avis, sont les raisons pour lesquelles nous avons du mal à accéder facilement à la Corée. Alors, je vous avais parlé de paravent, mais aussi de miroir. Et donc, deuxième temps de cette intervention, je voudrais parler des miroirs. C'est-à-dire, le miroir, le fait que la Corée étant un peu opaque, nous renvoie notre propre image et nous renvoie à nos propres obsessions, ce qui nous empêche d'accéder aussi facilement à la compréhension de ce pays. Alors, là aussi, pour les miroirs, attendez que je regarde là. Oui, voilà. Donc j'ai préparé alors ce sont des sortes de miroirs, miroirs jaunes. 4 miroirs, je vous propose 4 miroirs qui au fond sont 4 séries de clichés en quelque sorte et qui nous empêchent aussi d'accéder, mais qui cette fois sont vraiment en gros de notre fait. Alors, les clichés, tout le monde sait que cela existe, il y a des clichés dans tous les sens. Nous avons des clichés sur les autres pays, les autres nations ont des clichés sur nous, le tout c'est de le savoir et de les comparer.
Mais vis-à-vis de la Corée, cela joue. Alors, à mon sens, la première série de clichés, c'est la Corée est au fond impénétrable. Voilà, c'est un pays mystérieux, étrange, sans explication, absurde, bizarre. Enfin, c'est pas forcément négatif d'ailleurs, mais surprenant, étonnant. Voilà. Et la Corée, c'est le pays des choses étranges, le pays du chamanisme. Qu'est-ce que le chaman? On ne sait pas très bien ce que c'est qu'un chaman chez nous. Il y a peu de chamans en France, enfin. Mais bon, il y a les chamans. Ah, c'est le pays des chamans. C'est génial. Beaucoup de livres ont été publiés. La Corée, pays de chamans, etc. Donc, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, mais enfin, on imagine que c'est quand même vachement exotique, hein, parce qu'on n'en a pas chez nous. C'est très chaman. L'autre truc aussi, c'est confucéen. Alors là, on a tout dit. La Corée, c'est confucéen. Voilà. Hein, et je me rappelle une conférence de Guy Sormand expliquant la Corée, c'est confucéen. Tout le monde, ah oui, c'est confucéen. L'ennui, c'est que nous ne sommes pas, nous, confucéens, et que nous ne savons pas vraiment ce que c'est que le confucianisme. Enfin, je parle pour moi-même, hein, honnêtement. J'ai quelques idées sur le confucianisme, elles sont certainement mauvaises, vous en avez peut-être de bien meilleures que moi, mais nous ne sommes pas confucéens. La France n'est pas une civilisation confucéenne, donc c'est quand même difficile de saisir, de voir exactement de quoi il s'agit. Et expliquer donc partout assez confucéen, c'est l'exemple type de la non-explication. C'est-à-dire on vous renvoie à quelque chose d'incompréhensible. Alors non seulement c'est confucéen, alors c'est mieux, c'est néo-confucéen. Alors, hein, c'est-à-dire c'est nouvellement confucéen, c'est confucéen de chez confucéen, confucéen au carré. Donc c'est incompréhensible. Et une fois qu'un manuscrit m'avait été proposé, j'ai enlevé les néo-confucéens, on dit oulala, néo-confucéen, enfin bon, et on me dit mais là c'est néo-confucéen, le néo-confucianisme n'a aucun rapport avec le confucianisme. Bon, enfin, moi je veux bien, hein, mais je crains, si vous voulez, qu'en mettant ça en avant systématiquement, non pas, il ne s'agit pas de le nier, évidemment que la Corée est confucéenne, enfin, c'est un savoir, c'est une morale, c'est une sagesse, c'est merveilleux le confucianisme, mais c'est aussi des années d'études, et ce n'est pas un phénomène simple à saisir, c'est quelque chose de compliqué, donc c'est peut-être une conclusion que l'on peut tirer de toute une série de descriptions. Mais cela vient en général toujours dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on vous assène, c'est confucéen, boum, ça y est, alors là, là c'est confucéen, donc forcément, c'est incompréhensible. Et donc, on arrive en général en Corée en disant, ça y est, c'est des confucéens, alors là. Donc, à l'aéroport, tout le monde est très gentil, vous, c'est des confucéens. Au restaurant, vous n'attendez pas, on vous sert tout de suite, ah, c'est des confucéens. Et puis quelqu'un vous dit, ah ben non, là je peux pas ce soir parce qu'il faut que j'aille voir mon père, je dois rentrer plus tôt. Ah mais il est confucéen. Donc moi je crains que le confucianisme soit un peu cette idée, voilà, c'est l'incompréhension, c'est l'incarnation de l'incompréhension. Alors je rajoute à ça le bouddhisme, tous les Coréens sont bouddhistes, le christianisme, sont tous chrétiens, le moonisme, la secte moon sont tous moonistes, hein, donc si on fait des calculs, il y a à peu près 400% de gens qui sont croyants en Corée, et c'est la seule chose dont on ne dit pas beaucoup et que je trouve quand même très intéressante, c'est que les statistiques de l'OCDE le montrent, quantité d'ouvrages sérieux le disent, 50% des Coréens se disent athées. Alors moi je veux bien, c'est un pays totalement confucéen, totalement bouddhiste, totalement moniste, totalement chrétien, totalement protestant, totalement catholique, etc. Mais quand même à 50% athée. Donc c'est quelque chose qu'on ne dit pas. Pourquoi? Parce que l'athéisme nous renvoie, nous sommes, nous, souvent athées ou agnostiques. Quelle formule a été employée? Quelle formule emploie-t-on maintenant? C'est les catholiques de parvis. Hein, je vais à l'église pour me marier et à ma mort. Enfin, donc voilà, et ça c'est pas intéressant. Si les Coréens sont comme nous, s'ils ne croient pas en Dieu, c'est pas drôle. Hein. Nous on veut des Coréens mystiques, chamans, confucéens, et sinon, s'ils sont comme nous, c'est pas intéressant. Donc je crois qu'on surjoue la différence, et avec un peu d'excès. Voilà. De même chose pour le côté, donc, le côté indéchiffrable, complètement indéchiffrable. Alors là, vous avez donc, voilà, c'est indéchiffrable. Hein. Les rues, c'est une rue de Séoul, c'est tellement indéchiffrable que je ne l'ai pas mis dans le bon sens. Voilà. C'est indéchiffrable. Non, c'est plutôt dans ce sens-là. Voilà, c'est dans ce sens-là. Hein, dans les bandes. Voilà, c'est indéchiffrable. Et puis, non, c'est un alphabet. Donc en fait, si vous voulez, c'est le pays le plus déchiffrable de toute l'Asie. C'est-à-dire qu'aller en Chine, il faut quand même à peu près 18 ans pour apprendre 10 000 caractères de base. En Corée, le roi Sejong l'avait bien dit, il faut 1 heure pour apprendre l'alphabet. Seul un sot mettra 3 jours. Bon, eh bien, donc, moi, en 3 jours, je suis arrivé à maîtriser cet alphabet. Donc c'est pas indéchiffrable. Hein.
Et c'est ça qui déçoit beaucoup de monde, c'est que si le pays n'est pas indéchiffrable, s'il n'est pas mystérieux, s'il n'est pas lointain et incompréhensible, pourquoi faire 12 000 km pour y aller, hein? Autant aller à la station de métro Duplex, au restaurant coréen du coin. Bon. Deuxième miroir, c'est l'exotisme. L'exotisme, voilà, la Corée est exotique. La Corée est exotique parce que l'exotisme, ça renvoie à l'Asie de toujours, l'Asie merveilleuse, l'Asie des rizières, l'Asie des femmes ondulantes dans des kimonos, etc. Enfin, tout ce que vous voulez. L'Asie, ça doit être exotique. Si l'Asie n'est pas exotique, elle n'est pas l'Asie. Donc, la Corée doit être exotique, il faut qu'elle soit exotique, et elle est exotique. Donc, la Corée, c'est le pays des formules exotiques. Alors, le cliché le plus connu, c'est le pays du matin calme. La Corée est le pays du matin calme, et on vous assène ça toute la journée, un thé lunois, on vous cave, le matin calme, le matin calme, le matin calme. Alors, le matin calme a été décliné de toutes les manières possibles et imaginables. Tous les hôtels s'appellent Morning Calm, tous les tours opérateurs s'appellent Morning Calm, et tous les articles un peu connaisseurs vous disent les matins en Corée sont tous sauf calmes. Hein, donc on joue sur les matins calmes à l'infini, etc. Ce qui est amusant, c'est, en faisant une recherche, vous devez savoir ça, moi je ne savais pas, j'ai découvert qui a inventé Matin Calme. Alors ça c'est amusant. C'est monsieur Percival Lowell. Percival Lowell est un Américain riche, un Américain fortuné de la fin du XIXe siècle, qui est un homme de passion. Alors, il s'est pris de passion pour les tas de choses, et il se prend de passion pour l'Asie. Donc il va en Asie, au Japon, en Chine, etc. Et il aime beaucoup. Très bien. Et ensuite, c'est à peu près dans les années 80, 1880. Et là, le royaume de Corée, qui décide d'ouvrir une ambassade aux États-Unis, a besoin de quelqu'un pour l'aider. Donc on engage M. Percival Lowell, qui va devenir membre de l'ambassade de Corée aux États-Unis. C'est amusant. Ensuite, ça se passe très bien, il apprend le coréen, donc il aime beaucoup. Ensuite, il rentre, enfin, il va en voyage en Corée, où on l'invite. Et il reste 2 mois, tout ça super, enfin bon, 2 mois, il s'en va, et il écrit un ouvrage qui s'appelle Choson, le pays du matin calme. Et tac, alors tout le monde sait que c'est une erreur, puisque c'est pas le matin calme, c'est le matin clair, le matin frais, tout ce qu'on veut, mais la formule l'a fait Flores. Ensuite, la Corée il a cessé d'intéresser, il s'est intéressé aux planètes, hein, et il s'est intéressé aux planètes Mars, à la planète Mars, donc il a acheté un télescope, il a regardé la planète Mars, et il a publié en 1905 un ouvrage, non pas Mars calme, mais les canaux de Mars. C'est l'homme des canaux de Mars. Alors, il a écrit un ouvrage entier, alors quand vous lisez les chapitres, c'est merveilleux, les problèmes des Martiens face à la sécheresse. Les Martiens sont obligés de canaliser, d'amener l'eau des lacs, etc. Non, je ne rigole pas du tout. Hein. Les Martiens ont un grand problème de sécheresse, et donc ils doivent irriguer, etc. Et donc il décrit avec le système des canaux, il leur donne des noms, etc. Les canaux des Martiens. Et ça a fait un tabac, hein. 1905, 1907, il écrit 3 livres sur la planète Mars, les canaux de Mars, voilà. Ensuite, après ça, bon, quelqu'un lui dit, mais non, mais c'est parce qu'il y a des traits sur le télescope, en fait. Donc, bon, pardon. Et il a fait autre chose, il est allé plus loin, il a été calculé les mouvements de la planète Uranus, de la planète Neptune, et il doit y avoir quelque chose. Mais il ne l'a pas trouvé. Et après sa mort, on a trouvé Pluton. Eh bien, Pluton, PL, Pluton, a été dénommé en l'honneur de M. Percival Lowell. Donc, c'est un homme charmant, un poète, un astronome. Et donc, les matins clairs, les matins calmes, c'est comme les canaux de Mars, si vous voulez. C'est une invention charmante, mais enfin qui ne veut rien dire. Moi, si je décide de dire en poète surréaliste, oh, tous les Coréens ont une chaussette verte, pourquoi pas, mais bon. Donc, voilà, ça c'est le côté exotique. Hein. En gros, voilà, Madame Butterfly. Quoi. On a besoin de Madame Butterfly, alors on n'a pas, et on a le matin calme. Parce que c'est très imagé, le matin calme, c'est tellement mignon, charmant. Mais ce n'est pas du tout la réalité. C'est un cliché qui nous renvoie à notre propre désir d'exotisme, mais qui n'a rien à voir avec la réalité coréenne. Voilà, je vais accélérer un petit peu. Ce qui me fascine aussi, c'est le goût des temples. Voilà, la Corée, c'est le pays des temples. Il y a des temples partout. Hein, il n'y a que ça encore. Il n'y a que des temples. Il n'y a que des moines. C'est bien connu. Hein, il n'y a que ça. Et donc, vous avez par exemple, je vais ici, là, le guide Michelin qui vient de paraître sur la Corée. Donc, le guide Michelin, en général, c'est où loger, où manger et où sortir dans les boîtes de nuit. Et bien, là, voilà, non, là, un moine dans un temple. Donc moi je sais pas, je suis un jeune, je veux aller quelque part en Asie, je prends ça et courage fillon, hein, je m'en vais tout de suite ailleurs. Voilà, c'est quand même une vision extraordinairement
bah, elle n'est pas fausse. Ce monsieur, j'en suis persuadé, existe. Enfin là, c'est Nissa, il n'y a pas de doute, ça existe. Hein, mais c'est la Corée, mais est-ce la seule Corée? Pourquoi est-ce que c'est toujours celle-là qui vient en premier? Pourquoi est-ce toujours le matin calme? Pourquoi est-ce toujours les moines calmes? Pourquoi est-ce toujours ces images-là qui nous viennent? Ce n'est pas une erreur, c'est parce que c'est ce que nous avons envie d'y trouver. Nous avons envie d'y trouver de l'exotisme. Comme on sait quand même que ce n'est pas le Vietnam, enfin plus ou moins, qu'on ne peut pas y trouver Catherine Deneuve dans sa plantation d'EVA, eh bien on y trouve des moines. Et, voilà. Et alors on se fascine pour les choses, voilà, les temples, le yin et le yang, on adore le yin et le yang, toute la Corée yin et yang. Moi, je suis persuadé que tous les Coréens étaient yin et yang, etc. La première fois que j'en ai parlé, les Coréens, ils ont hurlé de rire. Donc, c'est de la plaisanterie, c'est tout pour faire rigoler les touristes. Ça existe, oui, bien sûr, mais en même temps, le yin et le yang, ce sont des choses que les grands sages peuvent étudier. Mais quand on est autour d'une table à boire de soju, le yin et le yang, non, quoi, c'est pile et face, enfin. Donc, voilà, je crois qu'il y a cet aspect des choses qui compte. Alors, il y a aussi le royaume ermite. C'est toujours le royaume ermite. Ça, c'est le degré supérieur. Hein. Vous avez le degré lycéen du matin calme et le degré universitaire du royaume ermite. Hein. C'est-à-dire, quand on est un peu plus calé, on dit que c'est le royaume ermite. Qu'est-ce que ça veut dire, le royaume ermite? Enfin, quoi, tous les Coréens sont sur une colonne, en train de prier, ils sont dans des grottes, enfin, donc tout ça. Du coup, évidemment, il y a la Corée du Nord. La Corée du Nord, elle est très bien, parce que comme elle est fermée, on dit que c'est un royaume ermite, etc. Bon, un ermite, c'est quand même quelqu'un qui vit tout seul dans le désert, si vous voulez. Donc, moi, je veux bien qu'il y ait 40 millions d'ermites. Mais... Donc, ce sont des formules qui renvoient à ce que nous cherchons. Et si nous trouvons ce que nous cherchons, nous ne trouvons pas ce que la Corée nous offre. Je pense que c'est logique. Alors, troisième miroir, c'est la Corée que j'ai appelée, donc, comment oui, inhumaine. Voilà. La Corée est inhumaine, puisque c'est bien connu, seuls nous, les Français, les Occidentaux, sommes humains, hein, gentils, bons, etc. Donc, les Coréens, forcément, sont inhumains. Alors là, les exemples abondent. Par exemple, à l'école. Tous les écoliers sont battus, c'est bien connu, fouettés, meurent, se suicident, sont très malheureux, ils portent tous des lunettes, ils vont étudier jusqu'à 11h du soir. Donc tous les écoliers coréens sont des forçats, et c'est horrible. Voilà, hein, ils vivent un enfer. Alors évidemment, si vous interrogez un étudiant coréen, c'est vrai, mon petit Kim, tu vis un enfer, et il va répondre, oh oui, 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 bien sûr, il vit un enfer, c'est certain. Voilà, donc... Faudrait chercher un petit peu. Alors, il est vrai qu'il y a des hagwons, il est vrai qu'il y a des gens qui étudient très tard le soir, etc. Mais comment étudient-ils? Qu'est-ce qu'ils font? Je ne sais pas, je trouve ces analyses systématiques consistant à dire oui, le pays a réussi économiquement, mais à quel prix? Et tous les jeunes sont tellement malheureux, ils souffrent tous, ils sont tous suicidaires, que je ne suis pas persuadé que nous essayons de voir la vérité, nous essayons de trouver ce que nous n'avons plus. C'est-à-dire, comme tous les étudiants français sont tous maintenant ignoblement odieux, impolis, n'écoutent rien, etc., on rêve de manière négative et positive à la fois de ce que serait un élève parfait. Au fond, l'élève forçat, c'est l'image qu'un professeur a du bon élève. Un élève qui ne dit rien, qui se tait, qui travaille jusqu'à 11h du soir. C'est le rêve, ça n'existe plus. Ça n'existe pas vraiment en Corée non plus, d'ailleurs, mais nous en rêvons, et donc, nous l'avons trouvé, ou nous croyons l'avoir trouvé. Alors vous avez aussi la folie urbaine. Ça, c'est l'image que je vois, ça c'est le métro. Ça c'est horrible, c'est la promiscuité, c'est affreux. La Corée c'est atroce, comment peux-tu te tenir? Ces gens, ils sont 1 million dans le métro, etc. Oui, enfin, je réponds, genre, je sais pas, moi, aller à la station Châtelet, à 9h du matin, c'est quand même à peu près pareil, quoi. À part qu'en Corée, on vous dit, Seigneur client, excusez-nous, il y a beaucoup de monde, etc. Et que chez nous, on dit, usager, dégage. À part ça, je ne vois pas tellement la différence. Donc, voilà, cette idée de l'humanité, alors ce qui est très intéressant, c'est les grands appartements, vous savez, les apparteux, qui a été très bien étudié par Valérie Gélézo, une spécialiste de la question, à Séoul, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Séoul, ville radieuse. Hein. Il y a des grands appartements partout. Alors, comme un appartement pour nous égale HLM, donc banlieue, donc minorité, donc horreur, donc trafic de drogue, eh bien on se dit c'est horrible, les Coréens sont tous très 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 malheureux. Alors qu'en fait, tous les Coréens m'ont expliqué que leur rêve était d'abandonner ces horribles petites maisons traditionnelles, mal chauffées, où on ne pouvait rien faire, pour habiter dans des appartements. Et il faudrait peut-être savoir pourquoi, les écouter. Enfin, d'ailleurs, il faudrait savoir pourquoi Valérie Gélézo l'a fait. Elle a fait sa thèse sur le sujet, elle démontre qu'il y a une véritable recherche, une envie d'habiter là. Mais malheureusement, cette thèse, qui a été
bien répercuté, n'est pas connu. On continue de persuader que les gens sont très très malheureux parce qu'ils habitent dans des HLM et que c'est horrible. Et que le rêve de tout le monde, c'est d'habiter dans un pavillon traditionnel, une maison comme on l'en voit, si possible dans un temple. Enfin, le rêve de tout le reste. Alors bon, je passe aussi sur le coup des chiens. Bon, manger du chien, c'est horrible. Comment un être humain peut-il manger un chien, etc. C'est l'éternel truc. Ça projette notre propre désir d'inhumanité ou d'humanité. Enfin, en fait, en gros, en étant indigné parce que les Coréens mangent du chien, c'est donner l'impression que nous sommes humains à bon marché, d'une certaine manière. Nous sommes des vrais êtres humains, nous ne mangeons pas des chiens. Eux, ils mangent des chiens, c'est ignoble, comment peuvent-ils, etc. C'est aussi... Je respecte parfaitement les gens qui ne veulent pas manger de chiens, ou ceux qui en mangent. Je respecte les chiens qui n'aiment pas qu'on les mange. Enfin, je respecte tout le monde, mais je ne comprends pas pourquoi se focaliser là-dessus et faire un archétype de la Corée parce qu'on y mange des chiens. Alors, il y a aussi le coup des orphelins. Hein. La Corée, c'est bien connu, c'est un pays où les parents sont méchants, ils donnent leurs enfants à être adoptés par la terre entière. Et je trouve que lorsque M. Placé a été accusé, vous savez, il y a eu cette phrase « notre Coréen national », enfin, c'était une phrase très raciste d'une certaine manine. Vous dites « oui, vous venez d'un pays où de toute façon vous abandonnez ». Enfin, c'était terriblement cliché. Hein. Je suis persuadé que la personne qui a dit cette phrase, je ne sais plus qui c'est d'ailleurs, ne s'en rend pas compte, mais il a dans la tête cette idée, c'est un pays que les orphelins, etc. Ce n'est pas vrai, en fait, c'est parce que le système d'adoption est très bien organisé. Enfin, bon. Donc il y a toute une série de... Alors il y a aussi de l'addiction. Hein. On sait maintenant que la Corée du Sud est le pays le plus câblé, enfin le plus connecté au monde, que le taux d'équipement au téléphone portable est de 180%, hein, c'est-à-dire que tout le monde a 1,8 portable, que l'accès à Internet c'est 95%, enfin oui d'accord, mais alors ils sont tous en addiction complète. Hein, tous les Coréens sont devant un jeu vidéo pendant 30 heures, et ils sont tous en train de se suicider, ou tous en train de mourir de crise d'apoplexie parce qu'ils sont devant leur jeu vidéo. Donc ils sont très connectés, mais alors ils sont quand même très très malheureux quand même. Donc tout ça nous renvoie à, je dirais, à une sorte de peur de la mondialisation, de crainte oui, de ce que l'autre peut apporter, et conduit à dire que, enfin, me conduit à penser que quand on dit tout ça, on ne parle pas de la Corée, on parle de soi-même. C'est-à-dire qu'on projette des vertus négatives ou positives, ou des fantasmes, ou des peurs personnelles sur un pays précisément qui est un peu opaque, alors on en profite pour ressortir ce que l'on pense de soi-même. Et puis le dernier miroir, c'est la Corée fraudeuse. La Corée fraude, les Coréens sont des fraudeurs, ça on l'a ressorti systématiquement, parce qu'ils ne respectent pas les copyrights. C'est vrai qu'il y a eu une période où c'était relativement flou, les copyrights. Hein. Je me rappelle avoir accueilli Marc Ferraud, qui, alors on dit « Ah, Marc Ferraud, grand professeur d'histoire, tenez professeur, voici tous vos livres traduits en coréen. » Il dit « Ah, c'est curieux, je ne vais rien toucher. » D'accord. Mais bon, c'était autrefois. Les choses ont changé. Et maintenant, vous le savez, le problème du copyright se pose dans l'autre sens, puisque la contrefaçon a quitté la Corée et qu'il y a énormément de produits coréens qui sont copiés à l'étranger et que dès lors que la Corée du Sud a elle-même connu le problème du piratage industriel, elle s'en est énormément souciée. Enfin, c'est un truc classique. Donc, dire que la Corée est systématiquement tricheuse, que tous les Coréens ont des sacs Vuitton. Oui, les Coréens ont des sacs Vuitton, peut-être qu'effectivement, autrefois, c'était des faux. Moi, j'ai l'impression que maintenant, c'est quand même souvent des vrais. Quand même. Donc, somme toute, voilà. Alors, l'affaire Hwang Woo-sok, hein, que vous vous rappelez sans doute, ce scientifique qui a expliqué qu'ils avaient fait du clonage, etc., que c'était merveilleux, mais on s'est aperçu qu'après, c'était un peu faux, même si ensuite il y a eu des réhabilitations postérieures, compliquées. C'est une affaire assez confuse, qui implique certainement ce monsieur Hwang, qui implique aussi quand même la revue Nature, on ne l'attaque jamais, mais enfin elle a quand même publié un article sans vérifier, bon, laisse à penser, ah, voilà, oui, il triche, etc. Et alors plus récemment, je ne vais pas parler aujourd'hui du Hallyu, puisqu'il y a une conférence qui va être faite sur ce sujet, mais enfin quand même, la réaction au Hallyu en France est quand même absolument extraordinaire. Lorsqu'il y a eu 14 000 jeunes qui sont allés voir un concert à la Cité de la Musique, enfin au Zénith, voilà, et que ensuite des girls bands sont passées, eh bien on en a rendu compte dans diverses émissions, et le ton c'est « Ah, on regarde les Coréens, c'est marrant, hein, ils sont blonds, c'est ridicule. » Enfin, c'est systématiquement le dénigrement, c'est ridicule, c'est mécanique, les Coréens sont blonds, c'est ridicule, ils ne sont pas blonds. Bon, enfin,
oui, oui, d'accord, enfin, il y a des gens qui sont blonds, il y a des gens qui ne sont pas blonds, enfin, on peut se teindre aussi, ça existe. Hein. Donc les Coréens sont ridicules, et de toute façon, c'est copié. C'est copié, et c'est ridicule. Et ça ne viendrait jamais à l'esprit de ceux qui disent ça, de comparer avec... Je sais pas, prenez le concours de l'Eurovision, c'est grotesque. Mais ça plaît aux jeunes. Bon, voilà, donc, grotesque contre grotesque, pourquoi le Hallyu serait-il plus grotesque? Ben, il est plus grotesque parce que c'est pas, on s'y attend pas. Parce que le Coréen, c'est un moine qui est dans son temple, et c'est pas une jeune fille blonde avec des longues jambes qui chante Sarangeo, Sarangeo. Voilà, ça va pas, ça colle pas à l'image. Donc c'est copié. C'est copié sur quoi? Alors ils savent pas trop, hein. Donc c'est copié sur les Américains, et pour les plus raffinés, c'est copié sur les Japonais. Voilà. C'est copié. Et cette idée du copiage, hein, du pillage, n'est pas une méchanceté, c'est pas une atteinte, c'est, je crois, ça nous renvoie aussi à cette obsession, c'est-à-dire notre peur de la mondialisation ou de la réussite économique. Enfin, la réussite économique, c'est louche, il y a quelque chose qui ne va pas. La Corée marche très très bien, nous pas, donc ils trichent. Voilà. Il y a quelque chose comme ça, si vous voulez. Et en même temps, nous n'y parvenons pas parce que nous ne sommes pas bons, d'une certaine manière. C'est ce que beaucoup de gens doivent penser. Donc, on projette sur ce pays qu'on connaît mal des fantasmes de tricherie, de copiage, qui, dans certains cas, sont vrais, mais comme partout, et qui ne sont pas la réalité. Voilà. Et puis, dernière mention rapide de l'Internet, qui, à mon avis, l'Internet, c'est même plus la théorie du miroir, c'est la théorie du kaléidoscope. Hein, parce qu'il y a des milliers de sites qui traitent de la Corée, des milliers de blogs, et qui sont quand même tous... Enfin, il faudrait en faire l'étude, hein, et le corpus des blogs, c'est quelque chose qui est très complexe, etc., mais bon, j'en ai quand même regardé un certain nombre, sans doute 0,01%, c'est ce que j'ai pu. Ce qui est étonnant, c'est quand même toujours les blogs de français. C'est assez naïf quand même. Hein. C'est toujours terriblement franchouillard, c'est-à-dire ah oui, bon, c'est bon la nourriture, mais enfin quand même, on aimerait bien un peu un bon camembert quand même. Hein. C'est des jeunes de 20 ans qui partent en Corée, hein, très courageusement d'ailleurs, sans beaucoup d'argent, comme ça, à l'aventure, qui débarquent sans aucune aide, qui vont se loger où ils peuvent, etc. Et qui sont très bien accueillis, ils le disent tous d'ailleurs, c'est super, on s'est fait des amis, ils font des photos. Et ils disent, c'est dommage, il n'y a pas de camembert. C'est étonnant. Et c'est toujours très solitaire. C'est-à-dire des jeunes qui disent, ah oui, j'aime beaucoup ce pays, mais alors rien n'a jamais été écrit sur la Corée, on ne sait pas, on ne connaît pas, il n'y a rien, il n'y a rien. Donc ils découvrent d'une certaine manière, c'est ce qui est étonnant, hein, mais qui est typique d'un processus. C'est-à-dire qu'on va là-bas parce qu'on est courageux, qu'on est un touriste, qu'on aime l'exotisme, et il n'y a rien, on découvre. C'est à la fois vrai et pas vrai, on découvre, mais enfin il y a des choses qui ont été vues et écrites. Ensuite, les sites sont quand même... enfin, la plupart des sites sont quand même très désinformés. C'est-à-dire qu'il y a énormément de sites officiels. C'est-à-dire que non seulement il y a les sites officiels, ça c'est normal, toutes les institutions, les ministères ont leur propre site, c'est normal. Et en général, dans le site du ministère du Travail ne va pas, de Corée, avec sa version anglaise, ne va pas dire c'est horrible, tous les Coréens sont très malheureux. Donc ils disent des choses plutôt positives. Les pages Wikipédia sont toutes des fausses pages, c'est-à-dire des pages qui ont été faites par les entreprises. Regardez les pages Samsung, Hyundai, etc. C'est génial, c'est merveilleux, c'est grandiose. Ça ne disent pas vraiment la vérité. Et puis vous avez énormément de blogs qui, à l'inverse, sont des blogs de Coréens qui peuvent être très idéologiques aussi, hein, très violents. Il y a ce blog que j'ai trouvé d'un certain John Tito qui montre la carte du monde, de l'Asie en 2036, et la Corée ira de Vladivostok à Hanoï. Là, la Corée aura tout conquis. Alors quand on regarde ça, on se dit, oh là là, ils sont fous. Donc la Corée nous donne une image, enfin les nouvelles technologies sont à la fois une merveilleuse source d'information et un piège extraordinaire qui nous renvoie, je crois, encore plus que les miroirs que j'ai pu distinguer, à nos propres fantasmes. Alors je voudrais conclure rapidement, parce qu'il est l'heure, que faire dans tout ça? Alors que faire? La question est complètement idiote, enfin ce serait une terrible prétention de prétendre à mon niveau faire quoi que ce soit, il n'y a rien à faire. La Corée se débrouille très bien toute seule, merci. Vous avez une réussite économique et culturelle qui est fabuleuse, vous ne vous attendez pas. Donc bon, voilà, donc déjà je suis très content d'être ici. Et voilà. Donc, néanmoins, moi ce que je voudrais ce soir, c'est quand même prôner de combattre les paravents et les miroirs, si je peux dire. C'est-à-dire d'essayer de dire autour de nous, enfin, d'éviter les paravents, quoi. Essayer de répandre cette image qu'il n'y a pas que la Chine et le Japon, il y a aussi la Corée. Quand les gens nous parlent de la Chine, hein, le Japon, oui, il y a aussi la Corée, oui, la Chine, mais il y a aussi la Corée, ça existe aussi. Voilà. Et puis alors, même chose, bon, il y a le Nord, non, c'est horrible, c'est affreux, etc. Enfin, il y a aussi le Sud, voilà, et puis surtout on peut y aller quand même. Et combattre les clichés, enfin, on peut
faut pas combattre les moulins, mais moi j'aurais tendance à dire que les clichés, c'est très bien qu'ils existent, hein, les clichés sont un moyen d'accéder à l'autre, et ce n'est pas le théoricien qui est dans la salle au fond qui m'a expliqué cela, qui dira le contraire, mais les clichés sont importants, mais ce qui est important c'est de savoir que les clichés sont des clichés. Donc quand on dit le matin calme, il est quand même l'ange du chien, ben, qu'on en rigole un peu, enfin, c'est un cliché, enfin, il faut les prendre au deuxième degré, si vous voulez. Dès lors qu'on prend les clichés au deuxième degré, qu'on sait que c'est des clichés, on les combat déjà d'une certaine manière. Et puis on peut aussi les comparer avec les clichés que les Coréens ont sur nous. Je ne les connais pas très bien, parce que les Coréens n'ont pas beaucoup de clichés sur nous, parce qu'ils ne nous connaissent pas très bien non plus, mais ils en ont quand même. Hein. Ils ont des clichés noblesse oblige, par exemple, pensez que les Français sont tous très nobles. Donc, bon. Et puis, alors, on va aussi faire l'inverse. Alors, essayons de trouver l'équivalent du matin calme pour la France. Hein. Je sais pas, on peut dire la France, le pays de l'aurore aux doigts de rose. Non, ça marche pas. Le pays des arts, des lettres et des lois. On peut tout inventer. Hein. Et si on disait ça en permanence, au lieu de dire la France, on disait le pays à l'aurore aux doigts de rose, au bout de 5 minutes, on en a marre quand même. Hein. Donc, voilà, on pourrait transposer les clichés dans l'autre sens pour en voir un peu parfois l'inanité et pour les dépasser. Ils existent, hein, c'est bien, mais bon. Et on peut dire aussi, ben, les Coréens mangent du chien, d'accord, mais les Français mangent du mouton, ce charmant petit animal, ils mangent du lapin, et puis ils mangent de la viande halal. Alors, et je voudrais conclure en disant, au fond, une fois de plus, moi je ne suis pas un spécialiste, j'aimerais bien, mais bon, il y a des vrais spécialistes, j'en ai cité quelques-uns, puis il y en a beaucoup d'autres qui sont des gens tout à fait remarquables. Je sais pas, je pense à Alain Delissen qui fait un travail quand même extraordinaire, CNRS, HESS sur la Corée. Bon, c'est très bien, il faut des spécialistes de tout. Mais il y a aussi des gens qui ne sont pas spécialistes de la Corée. La France entière n'a pas à être spécialiste de la Corée. Donc comment faire en sorte qu'ils la connaissent un peu voilà. Eh bien, moi j'aurais tendance à dire qu'il faut décoréanologiser la Corée. C'est-à-dire, non pas que la Corée est une chose trop sérieuse pour la laisser aux Coréanologues, mais qu'il faudrait que ça rentre voilà, dans le commun, dans la culture commune, que ça soit partout. Alors il se trouve qu'actuellement le président coréen connaît, M. Myung-bak connaît un destin qui est comparable au président français d'une certaine manière. Certaines déprises de popularité. Bon, voilà. Et j'ai vu parfois que les Coréens disaient oui, au fond, M. Myung-bak, il est en train de se sarkoziser. Intéressant. Mais pourquoi est-ce qu'il ne viendrait jamais à l'idée de quelqu'un ici de dire dans le journal ah ben M. Sarkozy est en train de se Myung-bakiser. Pourquoi? Et pourquoi pas, limite, c'est relativement intéressant. Je lis aussi dans Libération, qui est un journal très très au fait du cinéma coréen, et pour le coup des deux types de cinéma. Ah, Lee Byung-hun, c'est le Alain Delon coréen. Ben, j'attends le jour où on dira Monsieur Jean Martin, c'est Lee Byung-hun français. Ah ben non, ça, non, c'est pas possible. Donc pourquoi ne pas arriver à ça? Et en gros, pourquoi ne pas traiter de la Corée en dehors des études coréennes, en dehors des gens qui sont spécialisés de la Corée, traiter de la Corée à tout moment. Il se trouve que j'ai la chance de participer à une revue qui s'appelle la revue Hermès. La revue Hermès qui traite de communication, bien, il y a des articles sur toute une série de pays, et notamment des articles sur la Corée. Mais il n'y aura jamais un numéro d'Hermès consacré à la Corée. La Corée rentre dans tous les sujets, parce qu'elle, notamment, c'est une revue de communication, parce qu'elle rentre en matière de communication dans tout, les nouvelles technologies, les types de communication, la diversité culturelle, elle rentre partout, mais pas dans un numéro spécial Corée. Donc sortir la Corée de l'anormal, de l'exotique, pour le faire entrer dans le normal. Voilà, la Corée est normale, elle est comme nous, ce sont nos frères, nos sœurs, enfin voilà, ils sont comme nous, et c'est comme ça, moi je pense que nous pourrons peut-être les faire mieux comprendre, et non pas les présenter comme des gens totalement incompréhensibles et exotiques, et donc s'ils sont incompréhensibles, on ne pourra jamais les comprendre précisément. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, en tout cas je vous remercie beaucoup de votre attention.